Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Veeam Software. Veeam est le leader des solutions de sauvegarde, de restauration et de gestion des données pour assurer leur protection bien sûr et pour la 6e fois classé dans le Magic Quadrant de Gartner en 2022. Nous allons ensemble découvrir aujourd'hui pourquoi la sauvegarde de Microsoft Office 365 est essentielle. Et notre invité est Christophe Multo, Enterprise Systems Engineer chez Veeam Software. Bonjour Christophe. Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir pour ce webinaire. Alors Christophe, avant de vous passer la main, un peu de contexte. La transformation numérique des entreprises accroît leur dépendance à Microsoft 365. Pourtant, celles-ci ont tendance à sous-estimer l'importance de la sauvegarde des données pour garantir la pérennité de leurs activités. Et d'ailleurs, plus de 70% ne sont pas protégés. C'est une étude Segment Sentiment de 2021. Alors, ma première question, Christophe, avant tout, Microsoft 365 est donc un outil qui est de plus en plus utilisé par les entreprises. Pourquoi ? Alors, tout à fait Charlotte. Alors, pourquoi ? Parce que de plus en plus d'entreprises veulent s'affranchir de leur infrastructure et donc utiliser Microsoft 365 dans le cloud pour avoir l'ensemble de leur messagerie et d'autres éléments de données comme le SharePoint ou le Teams avec cette infrastructure qui n'est plus gérée en interne. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ils en oublient le fait de protéger comme ils le faisaient en interne en disant comme j'ai déporté l'infrastructure, je n'aurai pas à faire le backup. C'est comme je vais vous montrer justement tout de suite, je vous lance une présentation, quelques éléments, quelques chiffres. On retrouve donc la sauvegarde. Pourquoi cette sauvegarde est-elle indispensable ? Ce que vous disiez très justement à l'instant, Charlotte, plus de 300 millions d'utilisateurs pour Microsoft, avec énormément aussi de personnes actives, parce que dans cette Microsoft 365, on retrouve l'utilisation de Teams en plus de Exchange et de SharePoint, et voilà les chiffres, avec plus de 270 millions d'utilisateurs actifs. On voit aussi que Veeam, dans ce cas-là, est un acteur très présent avec énormément de téléchargements de Microsoft 365, plus de clients en fait. Donc on retrouve voilà les chiffres que vous donniez sur cette partie-là. Donc un nombre d'utilisateurs grandissant. Et quel est le problème finalement avec l'utilisation de Microsoft 365, cette utilisation grandissante? Quels sont les risques? Qu'est-ce qui peut mal tourner du fait qu'on l'utilise de plus en plus au travail? Alors, j'ai tout de suite quelques points, quelques informations. Là, c'est des exemples. Bon, c'est très particulier le premier exemple, mais on peut avoir de la malveillance interne avec des gens qui sont pas contents au niveau de leur entreprise et qui vont faire des erreurs. Autrement, des attaques extérieures avec la technologie type PowerShell ou des attaques, mais également des bugs internes ou de l'utilisation visée du phishing ou des ransomware. Donc, on a un peu de tout. On a de plus en plus ces d'attaques extérieures, mais il y a les erreurs internes avec, par exemple, un mauvais script qui pourrait se passer, qui provoque des suppressions de données qui sont après irrémédiables, parce que quand c'est totalement perdu, s'il n'y a pas de backup, c'est complètement perdu. On verra après sur le partage des éléments, les mêmes choses en fait. Et je le disais dans mon introduction, les entreprises semblent manquer de compréhension concernant ce risque, n'est-ce pas? Puisque 70% ne sont pas protégés. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne prêtent pas autant d'attention aux conséquences en fait d'attaques? Alors pourquoi elles ne le font pas? Parce que là on revoit les raisons de sauvegarder, parce que c'est vrai ce qu'on disait à l'instant, les suppressions accidentelles, des lacunes, des menaces. On a aussi éventuellement des obligations légales de conformité. Certaines sociétés doivent conserver des mails un certain nombre d'années. Donc, ces informations-là, ou bien l'utilisation de SharePoint. Et la non-sauvegarde, c'est parce que les risques, une fois que ces risques ont été identifiés, qu'on voit, ils en oublient le fait de dire que c'est pas parce que ils ont les données qui sont dans le cloud et donc Microsoft garantit leur disponibilité, mais ne garantit pas leur sauvegarde en fait. C'est ça qui nous fait oublier de sauvegarder. Il y a un petit peu dans certaines entreprises cet amalgame entre j'ai mis tout dans le cloud, je n'ai plus à m'occuper je n'ai plus à m'occuper de la sauvegarde, j'ai plus à m'occuper de mes données parce que c'est disponible, parce que j'ai mes serveurs qui sont en place. Mais ils en oublient le fait que les données, c'est leur propriété. Ils en ont la propriété intellectuelle, ils ont aussi le devoir de les protéger, d'en assurer la continuité. Et là, Microsoft ne fournit pas ça. Il y a un certain nombre d'outils Microsoft pour aider, qui sont, voilà, là c'est les chiffres que vous venez de donner, donc on peut les rappeler et comment ils sont sauvegardés. Donc on voit qu'au niveau des PME, au niveau moyenne entreprise ou très grosse entreprise, on se retrouve à peu près avec les mêmes chiffres quand même.
dans les oublis, dans les monstres. Donc c'est pas lié à un type d'entreprise particulière. Et l'autre fait qui fait qu'on a plus de problèmes par rapport aux données automatiques, c'est que les données Office 365 sont conservées de plus en plus longtemps. La première raison, c'est que beaucoup de gens utilisent Exchange comme l'archivage de leur intelligence ou de leur savoir. Donc tous les mails ou toutes les informations qui leur sont envoyées sont conservées à l'intérieur directement des mails en laissant les pièces jointes. Et c'est vrai que les outils de base de Microsoft qui sont de conserver les données même après effacement un mois par défaut ne suffisent plus, parce qu'on voit qu'on a même des gens qui laissent jusqu'à 10%, jusqu'à 10 ans d'information. Donc on a ce problème-là. Donc pourquoi ce besoin? Pour arriver à répondre à la question, excusez-moi, j'étais un peu long peut-être. Le client, la perception, ce que je disais, c'est que Microsoft s'occupe de tout. C'est pas parce qu'il s'occupe de l'infrastructure qu'il s'occupe des données en fait. Les données doivent être gérées encore par le client. Déjà parce que c'est lui qui a la meilleure connaissance de ces données. Qu'est-ce qu'il peut effacer, qu'est-ce qu'il peut conserver, et c'est lui qui a aussi la connaissance de qu'est-ce qu'il doit conserver longtemps ou pas. On parlait de données légales, mais pas seulement pour des tests ou pour d'autres choses. Ou les conversations, qu'est-ce qu'on va conserver, qu'est-ce qu'on va pas conserver. Donc c'est à l'utilisateur de faire cette définition. Ce n'est pas Microsoft. Microsoft fournit le fait que le SharePoint, le Teams ou l'Exchange ou le OneDrive soit disponible en fournissant une infrastructure résiliente. Mais il ne fournit pas des éléments pour conserver. Donc ça, ce ne sont pas seulement, j'allais dire, les VIM qui le dit, mais on a les mêmes études au niveau d'IDC, Forrester ou ESG, en disant que les données, la plupart des fournisseurs ne le font pas, que dans le cloud, on fournit l'architecture, mais on ne fournit pas le fait de pouvoir sauvegarder, en fait. D'accord, donc Christophe, il semble qu'il y ait une grande incompréhension en fait au sein des entreprises et beaucoup d'éducation nécessaire pour faire comprendre aux gens qu'un fournisseur cloud n'assure pas la sécurité de vos données. Et c'est vrai que beaucoup de gens pensent que c'est automatique. Tout à fait. Bah là, on retrouve bien là, ce slide-là indique bien et remontre bien ce qui est bien la responsabilité, quelle est la responsabilité de Microsoft et quelle est la responsabilité de l'entreprise du client. Ce qui paraît très logique, hein, le fait on demande de fournir la technologie, donc l'infrastructure et le soft pour travailler, donc que ça soit Exchange ou SharePoint, les deux plus utilisés. On voit que ce logiciel a quand même une corbeille, hein, donc que tout le monde connaît, même en utilisateur final chez soi. Le fait qu'on efface un mail, on fait oh oups, je l'ai effacé, je le récupère. Mais quand on parle de très grosses données ou en entreprise, il y a un peu plus à regarder un peu plus loin. Parce que quelqu'un qui perd, quand vous perdez un seul mail chez vous, bon, je vais regarder, vous allez oublier tout de suite. Mais sur un ensemble d'utilisateurs, on peut très bien avoir des utilisateurs qui effacent par erreur. Ça, c'est un exemple très simple, hein, sans malveillance. Sans problème, quelqu'un efface 2-3 mails sans s'en rendre compte, part en congé un mois, la boîte aux lettres dure un mois, ou un accident de travail, il va revenir, quand il va revenir, il aura plus ses données, et s'il demande « Ah, j'aimerais bien les récupérer », elles sont plus dans la boîte aux lettres non plus. Donc là, la sauvegarde, et là, on n'est même pas dans un cas de malveillance, d'attaque, en se disant « Tiens, on est bien sécurisé, donc on va pas être attaqué. Oh, il n'y a pas de gens malveillants chez nous », ce qui n'est pas le cas, on voit que ça arrive très souvent. Mais on a sur un cas très simple, voilà. D'autres cas très simples, un autre exemple, des utilisateurs qui travaillent des chercheurs. Moi, je prends le cas d'un client que je connais, qui utilise des chercheurs qui sont étrangers, viennent 3 mois pour travailler, repartent chez eux et reviennent l'année suivante 3 mois. Si entre-temps, ils ont effacé, ou ils ont perdu, ou ils ne s'y sont plus dans l'Active Directory de Microsoft, par défaut, dans Office 365, les boîtes aux lettres sont supprimées, parce qu'ils considèrent que la personne n'est plus là depuis plus d'un mois, ou 2 mois, ou 3 mois, selon les règles qui ont été mises. Mais au bout de 6 mois, il n'y a vraiment plus rien, et la personne revient, n'a plus ses informations. Donc là, le backup, le fait d'avoir la responsabilité de données, l'administrateur aurait backupé ses utilisateurs, quand la personne revient, on lui restaure sa boîte aux lettres et tout va bien. Donc ce n'est pas simplement, c'est vraiment à la fois contre le malware, c'est vraiment à la fois contre les erreurs, contre les bugs, mais aussi contre des activités qui peuvent arriver tous les jours. Et je le redis, mais on sait qu'en entreprise, le maillon faible, souvent, c'est l'humain. Oui, tout à fait. Ben, on le voit partout. Hein. Alors que ça soit dans le cloud ou pas, c'est ces erreurs. Hein. Là, l'erreur que je disais, c'est vraiment l'humain qui efface ces messages. Il veut nettoyer sa boîte aux lettres parce qu'il a trop de mails et il nettoie. Il va un peu trop vite. Au début, ça va, mais au bout d'un quart d'heure, il va aller un peu trop vite. Il efface 2-3 mails de trop qui étaient importants, qui avaient peut-être une pièce jointe avec des données critiques pour l'entreprise, typiquement
un contrat, par exemple, un commercial qui a un contrat qui, au moment à ce moment-là, renvoyé, il l'efface. Si après, il n'est pas là pendant 15 jours, quand il revient, il oublie de regarder. Si on lui demande 2 mois après, au fait, est-ce que tu pourrais me redonner de l'information sur ce contrat? Ben, il a disparu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'information. Donc là, c'est vraiment une erreur humaine, mais qui n'est même pas volontaire. Qui est vraiment une erreur au sens, j'ai oublié, quoi. Ou bien un script qui est mal fait. Il y a des administrateurs font des script tests sur un script, ils effacent des informations. Ils n'ont pas vu que le script effaçait un peu plus de choses que prévu. Et ils perdent un certain nombre d'informations parce que au niveau des corbeilles, les mises en attente, eh ben, elle n'est pas éternelle. Hein. C'est, je crois, 130 jours au maximum par défaut, la moyenne, quoi. Et il faut bien se dire, on le voit sur cette slide, qu'il y a des responsabilités, mais également des obligations de la part des entreprises. Oui. Si je reviens, justement, j'avais bougé. Oui, les obligations, c'est des obligations qui peuvent être légales, de conservation d'informations. Voilà, donc on a ces obligations et on a aussi les obligations de conformité, savoir des informations. Est-ce le backup va permettre de rechercher des informations, ou par exemple si on veut vérifier qu'on est bien dans du OneDrive, si on répond bien aux normes de type RGPD, c'est est-ce qu'on a encore des informations avec certains utilisateurs que l'on demandait à l'effacement, par exemple, la suppression de leurs informations. On va pouvoir regarder tout facilement, alors que sinon on n'aura pas la possibilité. Alors, on vous laisse poursuivre avec la checklist de la checklist de la sauvegarde pour 1905. En fait, c'est quels sont les besoins. En fait, là, c'est vraiment l'ensemble de ce qu'on va pouvoir faire ou se poser comme question. Qu'est-ce qu'on veut sauvegarder? Est-ce qu'on veut le laisser en ligne? Est-ce qu'on veut l'avoir sur site aussi en local? Parce que c'est aussi votre intérêt. Des fois d'avoir des sauvegardes, quelqu'un peut vouloir se dire je fais ma sauvegarde de mes informations qui sont dans le cloud, mais je veux bien une fois par mois, par exemple, avoir une copie dans mon entreprise en local. Par exemple, si je me fais attaquer et pirater tous mes comptes Microsoft 365 et que je ne peux plus me connecter, je veux quand même avoir un moyen de retrouver ou voir des informations. Donc c'est cette flexibilité de choix, une flexibilité aussi dans le choix et les sauvegardes et les rétentions. On peut très bien dire je vais conserver mes mails que 6 mois, mais mes données qui sont dans SharePoint, je vais les conserver 2 ans, liées à mes contraintes légales, ou le terme légal est un peu fort à ce moment-là, mais les contraintes que je peux avoir contractuelles sur ma société. L'intérêt aussi, c'est qu'on va apporter aussi une innovation parce que on va pouvoir avoir aussi le fait de fournir ce qu'on appelle chez nous, je vais utiliser un terme anglais, excusez-moi, le self-service portal, c'est que même si on prend en charge la sauvegarde d'Office 365, on va laisser aux utilisateurs finaux la possibilité de pouvoir restaurer ou de récupérer leurs données via une interface très simple, ce qui fait que quelqu'un qui a perdu des informations dans son OneDrive ou dans son Teams, dans des conversations globales, ou qui a perdu des informations dans sa boîte aux lettres, pour avoir une interface où il récupère des informations aussi simplement que lorsqu'il fait une récupération depuis sa corbeille, mais sur des données beaucoup plus vieilles. Donc on a cette intégration. L'intérêt aussi, c'est que cette intégration avec Microsoft 365, c'est on va pouvoir aussi mettre les données autre part que dans Office 365. On peut, si on veut, les gens, on est compatible, ce qui est la dernière ligne compatible S3. Donc ça veut dire qu'on peut très bien dire les données, je les sauvegarde et je les laisse au niveau d'Azure avec Microsoft 365, et je peux aussi les envoyer chez un autre provider où je peux les récupérer en local. Et bien sûr, tout ça, on va pouvoir le faire sur des environnements physiques, virtuels ou vers le cloud, en fait. Donc, on a une grande évolutivité avec énormément de fonctionnalités, tout en ayant une flexibilité sur les choix de ce qu'on veut faire, en fait. Donc, le but, c'est vraiment de protéger toutes les données 365, de pouvoir restaurer rapidement un ensemble de données ou granulairement qu'un élément qui est disparu, tout en se conformant aux obligations légales ou aux exigences qu'on peut avoir sur les données, surtout sur les mails, sur les sociétés où on peut avoir des règles. Et on fait ça, ces sauvegardes-là, c'est bien sûr pour l'ensemble de Exchange, SharePoint Online, OneDrive et Microsoft Teams. Et pour les gens qui sont dans un environnement encore hybride, parce qu'il y a des gens qui passent en Microsoft 365, mais qui restent en mode hybride, qui ont encore un petit peu d'informations de type SharePoint ou Exchange en local sur des sites ou des sociétés qui ont racheté d'autres sociétés qui ont à la fois, Microsoft, notre solution Vim, va pouvoir prendre en charge à la fois ce qui est dans Microsoft 365 et ce qui n'est pas encore basculé dans le cloud, en fait.
Donc, pouvoir accompagner de bout en bout un utilisateur qui n'a pas en fait finalisé sa migration vers le cloud Microsoft 365. Alors ça, c'est typiquement cette flexibilité dont on parlait avec le fait de qu'est-ce qu'on peut restaurer, comment on peut le restaurer, est-ce que c'est granulaire, pas granulaire, dans un mail, un élément. Donc c'est vraiment pour montrer tout ce qu'on peut faire un petit peu et de façon très simple ou en s'accordant à ce que votre entreprise veut faire. Donc si quelqu'un veut restaurer typiquement, dans une boîte aux lettres ou dans un pestis, on peut le faire. S'il veut le sauvegarder comme un fichier récupéré, on peut le faire. Si on peut restaurer dans un autre endroit d'un Teams ou si on veut restaurer un SharePoint dans un autre tenant, parce qu'il y a des gens qui sont sur plusieurs régions, donc plusieurs tenants d'Azure, on va pouvoir le faire. Et je me permets de vous demander, Christophe, si beaucoup d'autres entreprises ont la même capacité à restaurer d'autant de manières possibles, enfin 45 options. Là, c'est vrai que Vim, sur les solutions, dans les solutions d'Office 365, fait partie des sociétés leaders. Comme vous en parliez au début, on est leader sur le Gartner depuis un certain nombre d'années et on propose vraiment une solution flexible et une solution simple pour gérer l'ensemble de ces éléments, que ça soit dans le cloud ou dans le cloud plus en hybride dans le premise. Et là, c'est vrai qu'on est il y a très peu de sociétés qui ont cette capacité à fournir à la fois dans le cloud plus en premise mixé, plus toutes ces fonctionnalités de simplicité et de restauration granulaire. Ce que je viens de dire là, c'est pour les gens qui préfèrent un joli dessin à des phrases. On retrouve tout ce que je viens de dire résumé, c'est-à-dire on va protéger, on peut, avec ce qui s'appelle Vim Backup for Microsoft 365, protéger tout ce qui est l'environnement cloud, plus en premise, le mixer, et pouvoir le stocker soit en local, soit le laisser dans le cloud, et on peut aussi l'envoyer vers des zones qui s'appellent des zones froides, donc qui a un coût plus faible pour les gens qui veulent des rétentions très longues. Quelqu'un qui dirait je dois conserver d'un point de vue légal des documents qui sont dans mes OneDrive ou mes documents qui sont des informations qui sont dans du SharePoint, je dois les conserver 10 ans, mais je veux pas les garder en local, ou je peux les garder en local, mais j'ai peur de perdre ces données, je les envoie vers quelque chose de type Glacier ou Microsoft Azure Archive qui ont des coûts de rétention beaucoup plus faibles. Ce qui n'empêche pas dans tous les cas de pouvoir restaurer l'ensemble des informations ou de façon granulaire. Donc ça, c'est vraiment un slide qui, d'un point de vue simple, résume l'ensemble de ce qu'on est capable de faire. Et donc, vous allez nous dire que vous avez tout un tas de clients heureux. Voilà, forcément. On a un client heureux, c'est des informations, là c'est quelques exemples, voilà, les gens qui disent on est très content, on a une grande simplicité, une flexibilité, des gens même utilisent le produit pour faire des migrations, on peut très bien, comme on peut restaurer, si je reprends ce schéma par rapport aux gens heureux, on parlait de backup restauration, mais il y a aussi des clients qui disent lorsqu'ils passent d'un exchange qu'ils ont sur leur site mais qui fournissent à Microsoft 365, ils ont un certain nombre de boîtes aux lettres, ils ont mis en place, ils veulent migrer d'un seul coup plus d'informations, s'ils font cette sauvegarde-là et qui demandent une restauration ensuite complète d'exchange, mais dans le 365, on peut le faire et dans ce cas-là, ça va les aider à migrer également. Donc on a aussi cette aide à la migration. Donc c'est à la fois du backup dormir plus tranquille parce qu'on est associé aussi à des rapports, au moindre problème, il y aura des alarmes avec des systèmes qui seront envoyés aux utilisateurs, aux administrateurs. Donc cet ensemble de choses fait que ça fournit, comme est marqué par Jos Air, une solution de sauvegarde fiable pour toutes les tailles d'entreprise. Bon oui, c'est vrai que c'est pas très grand, mais on voit qu'on a des commentaires d'entreprises à plus de 5000 salariés. Alors on n'a pas la liste, au début on vous parlait, on a plus de 220 000 pour l'instant personnes qui ont downloadé pour récupérer Office 365, qui ne sont pas passés tous clients, mais on voit cet engouement pour la prise en compte de la sauvegarde et un peu plus de prise en considération, ce qu'on disait tout à l'heure, les gens commencent à se dire oui, effectivement, il faut quand même sauvegarder, même s'il y a encore 70% qui ne le font pas, mais de plus en plus de gens s'y intéressent.
Alors ça, c'est un point important, hein, puisque vous offrez une protection à tout type d'entreprise, parce que j'imagine que les plus petites en particulier ont peut-être des inquiétudes par rapport au coût de la solution, mais vous pouvez offrir une solution peut-être plus customisée et en ligne avec leur budget, bien entendu. Tout à fait. La VIM, les solutions VIM sont adaptées depuis les petites entreprises jusqu'aux entreprises du CAC 40 ou le top 500 dans le monde. On a tout type de clients et on répond avec des licences qui sont adaptées à la taille de chaque entreprise, en fait, pour justement pouvoir répondre à leurs besoins. Et justement, avec un produit d'une grande simplicité, ce qui fait que des entreprises de petite taille qui n'ont pas des équipes importantes pour gérer puissent gérer de façon simple et sécuriser leurs données sans avoir plusieurs administrateurs ou sans avoir des équipes importantes. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'on retrouve très souvent. Les équipes sont quand même des équipes très réduites avec de plus en plus de données. Et c'est ce qu'on voyait comme exemple. Par exemple, rien que dans Microsoft 365, avec les gens qui gardent les données il y a une dizaine d'années, dans les messageries, typiquement Exchange, si on prend cet exemple d'autres chiffres, on conservait 5% des données et 85% des données, on les sauvegardait sur nos machines en local. Maintenant, c'est 95% des données qui sont laissées dans Exchange. Donc, d'où une grosse augmentation avec une rétention de plus en plus longue. Donc, les équipes vont gérer beaucoup plus de choses et les équipes n'ont pas grossi aussi vite que les données chez les utilisateurs. Donc, d'avoir une solution simple pour le faire et adaptée à la taille des clients avec des licences adaptées, ça permet de répondre à ce besoin de façon simple et c'est pour ça qu'on a beaucoup de clients très contents. Alors pour conclure, peut-être Christophe, avez-vous un message pour les directeurs informatiques ou ingénieurs informatiques qui se demandent un petit peu par où commencer et qui seront certainement horrifiés de savoir qu'ils comptent sur leur fournisseur de cloud pour protéger les données, mais ce n'est pas forcément le cas. Alors, c'est vrai qu'on est en version 6, là je mets ça, mais je vais répondre à cette question sans problème. C'est vrai que la première question qu'on a l'habitude de poser, c'est quels sont le type de données ou quelles sont l'activité qui transite au niveau de Microsoft 365. Vous avez mis, on pose souvent cette question, qu'est-ce que vous avez mis dans le cloud avec Microsoft 365, que ça soit sous Exchange ou sous SharePoint, quelles sont les activités que vous avez mis, quelles sont les données qu'il y a. Et la grosse question qui vient souvent, est-ce que ces données elles sont standards, classiques, ou bien critiques? Et dans ce cas-là, la question qui fâche souvent, comme faut se dire remarquer, ou parce qu'ils s'en rendent compte, c'est et si vous perdez ces données, quel est l'impact pour votre société, quoi? Quel est l'impact pour votre société? Donc quelqu'un qui aurait par exemple un SharePoint qui sert de fenêtre web, typiquement en interne, Vim le fait également. Tous nos documents internes techniques que j'utilise par exemple dans mon équipe, où je fais partie des avant-ventes, on va avoir c'est quelque chose qui est sous SharePoint, qui est un site web qui s'appelle vim.teamvim. Donc voilà. Et ben ces utilisateurs-là, si c'est quelque chose qui est en frontal pour faire de la vente ou pour faire travailler tous des commerciaux extérieurs, si vous perdez ce site, si ce site est arrêté pendant 24 heures, toute votre activité est arrêtée pendant 24 heures. Donc là, le coût ou la perte est très importante. Donc c'est vrai que c'est la première question. Donc une fois qu'on a cette question qui est répondue ou cette prise de conscience, qu'est-ce que ça coûterait de perdre? On rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on a redit nous 2 fois, mais je pense que c'est intéressant de le rappeler. On rappelle que le fait de déporter son infrastructure dans le cloud, ça ne veut pas dire perdre ou s'affranchir de la responsabilité des données qu'on met dedans. Donc l'infrastructure par Microsoft est fournie, la redondance s'ils ont besoin de plusieurs serveurs et la disponibilité de ces serveurs est fournie, mais le fait de pouvoir le conserver, les données, ou savoir ce qu'on conserve, ou ce qu'on conserve longtemps, ce qu'on se conserve qu'un mois ou un an, et cette responsabilité, elle reste à la charge, on rappelle bien qu'elle reste à la charge de l'entreprise, et c'est encore plus fort, comme vous avez remarqué tout à l'heure Charlotte, s'il y a des contraintes légales, parce que là, s'il y a des contraintes légales et que la personne, en se disant j'ai mis dans le cloud, je m'affranchis des responsabilités, il n'est plus dans les clous d'un point de vue légal, et c'est encore plus impactant pour l'entreprise. Donc également, là, c'est justement, si vous voulez en savoir plus, il y a des éléments, donc c'est des rappels d'e-book qu'on peut avoir, d'éléments, donc je laisse, voilà un premier lien pour les gens s'ils veulent aller voir. Il y a une autre information après de clients, des guides de backup qui permettent de voir et de se poser les bonnes questions, de regarder ce qu'on peut faire sur ces éléments-là.
Parfait. Et également, la dernière chose, c'est si si vous voulez voir plus ou voir le produit ou télécharger, on a des évaluations possibles avec la possibilité de le tester pendant 30 jours. Donc là, beaucoup de petites sociétés utilisent ça. Donc c'est de façon très simple, on se connecte, on télécharge, on signe, on accorde et on peut installer le produit comme ça s'installe de façon très simple et pouvoir faire des tests et voir ce que ça donnerait d'avoir la sauvegarde de la partie Office 365. Parfait, Christophe. Merci infiniment pour vos précieux conseils. Eh ben, merci aussi à vous, Charlotte, de m'avoir accueilli. Et puis, bonne journée à tout le monde. Et j'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Absolument. Je rappelle que Christophe Multeau est Enterprise Systems Engineer chez Vim Software. Merci à vous. Merci, au revoir.